estimation de tout ce que vous avez déployé comme effort dans ce domaine. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'avoir bien voulu penser à interroger notre association professionnelle sur ce sujet qui nous intéresse beaucoup, parce qu'il y a un impact extrêmement important sur notre exploitation. Mais bien avant cela, peut-être je voudrais rappeler que quand il s'est agi avec l'avis numéro 5 de proposer des reports d'échéance au niveau des clients, pour les clients des banques, avec cet avis, les institutions de microfinance n'étaient pas concernées. Mais malgré tout, nous avons pris la responsabilité sur nous d'écrire, l'association a écrit à la Banque centrale pour demander à être impliquée dans cette facilitation au profit de la clientèle. C'est bien après, parce que vous avez vu, c'est l'avis numéro 5 qui a concerné les banques, et les institutions de microfinance n'ont été concernées que par l'avis numéro 8. Donc, c'est nous qui avons sollicité et obtenu, parce que nous sommes, par principe, donc favorables à toute disposition qui va dans le sens d'alléger le fardeau des populations. D'autant plus que les institutions de microfinance travaillent avec les populations les plus vulnérables de ce pays-là. Alors, aujourd'hui, encore une fois, le président de la République appelle à reporter. Du coup, nous sommes encore plus engagés que par le passé pour suivre cette instruction de M. le Président de la République. Parce que nous savons effectivement que les difficultés sont encore là. Les familles ont encore beaucoup de mal à faire face à leurs dépenses, comment dire, essentielles. Encore moins honorer les échéances de remboursement. Donc nous sommes d'accord, et même j'ai vu dans la presse, il y a 2 ou 3 jours, un autre avis, numéro 11 de la BCEAO, mais je vous invite à regarder, ça ne concerne pas ce report jusqu'au mois de décembre des institutions de microfinance. Pour dire que cet invite de M. le Président de la République vient à son heure, et nous sommes totalement favorables, et nous étions déjà dans les dispositions pour accompagner les populations. Parce que nous, différemment avec les autres institutions financières, nous avons une mission sociale qui est très forte. C'est pourquoi dans toutes nos démarches de gestion, dans toutes les décisions, on tient compte de la performance sociale. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire est positif, apporte une valeur ajoutée aux populations pour lesquelles nous sommes engagés à servir? Alors tout cela a fait que, bien naturellement, les institutions de microfinance, à sa tête, la PSFD, est disposée à accompagner M. le Président de la République. Par contre, ça a des conséquences sur nous. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui, on y reviendra, mais avant cela, vous allez nous dire, est-ce que c'est une mesure que vous avez prise, adhérer à cette démarche du chef de l'État, à travers en tout cas vos activités de suivi, est-ce que vous avez constaté vraiment un impact mais justement, par exemple, nous avons fait une situation en fin juin avec la Banque centrale. Le document est là, je pourrais vous le passer si vous voulez. Alors, il est avéré que les institutions de microfinance ont accordé plus de 42 000 demandes de report d'échéance pour un montant de 41 milliards en fin juin. 41 milliards ont été reportés de 3 mois. Sur un encours global d'environ 396, disons 400 milliards. Donc 10% de notre portefeuille sur base de 42 000 demandes ont été reportées. Et c'est reporté sans frais supplémentaires, sans commission, sans coût. C'est comme si vous donnez encore un crédit de 3 mois sur 41 milliards sans intérêt, sans frais de dossier. Vous voyez? Donc c'est ça que ça signifie. Même en appliquant rien qu'un taux d'intérêt de 10%, c'est 400 millions de manque à gagner. Que sur les intérêts. Je ne parle pas des frais de dossier, des commissions, etc. etc. Donc sans risque de me tromper, sur les 3 premiers mois, les institutions de microfinance ont dû consentir au moins un effort de guerre qui pourrait être chiffré à plus d'un demi-milliard de francs CFA. Alors si on doit renouveler encore ce montant
une bonne partie de ce montant sur 3 mois, vous verrez, le cumul, facilement on tomberait à 1 milliard. Et ça a une conséquence sur notre exploitation, sur nos structures financières. Revenons justement donc sur ces conséquences, qu'est-ce que ça peut engendrer dans le fonctionnement quotidien. Merci beaucoup. Vous savez, il y a eu 2 mois, 3 mois, avril-mai, où pratiquement l'activité était quasi impossible. C'était le confinement, c'était les interdictions de déplacement. Du moment que nous, notre clientèle s'active essentiellement sur les marchés, dans les communes, mais plutôt sur les marchés hebdomadaires au niveau en milieu rural, et l'activité était pratiquement à 0. Alors, sous ces conditions, il n'était même pas envisageable d'espérer un remboursement. Ce qui fait qu'à un moment donné, les gens n'ont pas remboursé, les reports d'échéance ont commencé à être effectifs, il s'est posé chez nous un problème de trésorerie. Extrêmement, des tensions de trésorerie extrêmement importantes qui ont fait que certaines institutions ne parvenaient même plus à faire face à leurs obligations. Ça, c'est un problème. Un autre problème, c'est au niveau même de l'exploitation. C'est-à-dire, à partir du mois d'avril, mars-avril, les comptes d'exploitation ont commencé à être déficitaires. Aujourd'hui, l'essentiel des institutions de microfinance sont totalement déficitaires, à coût de dizaines de centaines de millions. Et cela va avoir forcément un impact sur leurs ressources propres d'ici la fin de l'exercice. Ça veut dire, il ne faut pas s'étonner qu'en fin d'année, nous nous retrouvons avec des fonds propres des institutions de microfinance qui vont connaître une baisse drastique. Et tout cela aussi aura une conséquence, parce que c'est sur la base donc, de ces fonds propres et un certain nombre de ratios à respecter que les institutions seront capables de donner du crédit, de produire, de donner du financement. Donc si les ressources propres vont baisser, les financements vont baisser concomitamment. Ça veut dire que notre contribution à l'économie va en ressentir un coût extrêmement important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des institutions qui sont capables peut-être de supporter ce coût parce qu'elles ont eu le temps d'accumuler un certain matelas financier assez confortable qui leur permet de résister au choc. Mais pour la plupart, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion pour demander à l'État vraiment de nous aider à mobiliser les mécanismes qui étaient en place. Parce qu'il y a un mécanisme qui était mis avec le FONGIP. Les institutions ont soumissionné, ont déposé deux dossiers alors pour une douzaine de milliards. Aujourd'hui, c'est que 3,7 milliards, moins de 4 milliards qui ont été mobilisés. Alors que c'était une ressource qui devait être mobilisée en urgence. Ça va faire 3 mois, c'est que 3,7 milliards mobilisés sur une demande de 12 milliards. Ça n'aurait pas réglé le déficit et ça aurait réglé le problème de trésorerie. Ça nous aurait aidé à faire face à ce report, au manque de remboursement et à financer et à diversifier l'activité. Par exemple, cette année, beaucoup d'institutions ont beaucoup fait sur l'agriculture parce que c'est resté, et comme par paradoxe, c'était ce secteur de l'économie qui était qualifié de plus risqué est devenu aujourd'hui le secteur le moins risqué parce que l'agriculture, tout le monde sait aujourd'hui que c'est en train, en tout cas, de sortir du lot parce que les pays vont fermer leurs frontières, les exportations, notamment en produits vivriers, vont baisser et chacun sera obligé de compter sur ses propres ressources. C'est pourquoi nous avons beaucoup mis sur l'agriculture aujourd'hui. Espérons, avec cette bonne campagne hivernale, les populations aussi vont nous retourner un peu l'ascenseur, rien qu'en respectant le remboursement. Donc, ce dispositif-là, on doit vraiment faire tout pour le débloquer parce que c'est bloqué aujourd'hui. Mais aussi, je crois, indéniablement, il faudra des subventions d'équilibre. Quand je dis subventions d'équilibre, c'est qu'il y a des institutions, si vous les laissez, vont accuser des pertes telles que leurs fonds propres vont disparaître. Et si on n'a plus de fonds propres, n'est pas, excusez-moi, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, le secteur est en train de subir un coup, comme tout le monde. Nous sommes d'accord de l'effort de guerre. Nous avons donné notre part de l'effort de guerre. Mais si aujourd'hui, si on fait la balance entre ce que nous avons déployé
et ce que l'État a fait, sans vraiment se voiler la face. Aujourd'hui, il y a à revoir. Nous avons beaucoup donné et nous n'avons presque rien reçu. Et ça, vraiment, il faut qu'on regarde la situation. Et au même moment, nous sommes harcelés par les autorités aussi monétaires. Et je vous donne l'exemple du fonds de garantie. Je vous donne l'exemple. Le fonds de garantie des dépôts, c'est un fonds qui est mis en place au niveau de la Banque centrale pour garantir les dépôts des clientèles, pour qu'en cas de faillite d'une institution, qu'on puisse puiser sur ce fonds pour un peu dédommager notre clientèle. Les institutions ont cotisé depuis son avènement il y a 2 ans. Cette année, les associations professionnelles de l'UEMOA ont demandé qu'on puisse surseoir à cette cotisation. Parce que quand même, c'est des montants substantiels. Rien que pour le Sénégal, si on fait le cumul entre institutions, c'est autour de 700 millions. 700 millions de francs CFA qu'il faut cotiser. Et ce n'est pas quelque chose qui vous revient. C'est-à-dire que vous cotisez ces fonds perdus. Ça veut dire en plus de notre déficit, il faudra sortir encore de l'argent pour cotiser. Ça veut dire qu'on nous évite de tomber. On essaie de couvrir la clientèle, mais on nous met tellement de pression qu'on risque de tomber même en faisant pas cette cotisation. Alors, il y a tout cela, mais aussi il y a la fiscalité. Il y a des institutions, parce qu'ils ont eu du retard à cotiser en avril, en mai, on leur a servi des redressements, des pénalités et des avis de tiers détenteurs. Des institutions qui sont restées 10-15 ans n'ont jamais eu de retard de reversement de l'impôt sur les revenus. On nous sert des redressements parce qu'avril-mai, on n'a pas cotisé à temps. Vous voyez? Donc je crois que l'État doit regarder à fond cette situation. Sachant qu'à un moment donné, je crois que tout le monde l'a entendu, au moins 2 fois, le ministre de l'économie, il a dit quoi? Nous sommes en train d'étudier pour les entreprises qui ne licencient pas, on va au moins renoncer à l'impôt sur le revenu. Mais ce qui n'est pas le cas, non seulement on n'a pas renoncé, ce qui grève notre compte d'exploitation, mais on est en train même de nous faire payer des pénalités et de nous servir des redressements pour avoir eu du retard. Juste accusé du retard sur ces 2 mois où on a eu 0 activité pratiquement. Alors voilà la situation. Mais encore une fois, nous saluons cette décision de M. le Président de la République qui vient à son heure. Nous-mêmes, nous étions préparés psychologiquement et au niveau organisationnel pour que le renouvellement, qu'on l'accorde à tous ceux qui demandent. Mais il faut comprendre que ce n'est pas un renouvellement automatique. Il faut que ça vienne de la personne, de l'entreprise qui veut qu'on fasse le report. Et nous allons l'étudier dans la plus grande célérité et de la plus grande indulgence pour permettre, en tout cas aux opérateurs économiques sénégalais, de pouvoir en tout cas renforcer leur résilience à cette crise inédite, voilà, qui ne laisse aucun pays. Hein, vraiment, si on parle de taux de croissance à moins 2 chiffres, moins 14, moins 18%, ça veut dire que le monde est entré dans une situation de récession. Et que nous sommes d'accord que l'effort de guerre soit partagé. Mais aussi que s'il y a des facilitations, qu'on n'oublie pas le secteur de la microfinance. Je vous rappelle, M. Kaba, que c'est 3 500 000 Sénégalais qui travaillent avec les institutions de microfinance. Et j'ai l'habitude de dire, quelqu'un qui détient un compte dans une institution financière, c'est quelqu'un qui est économiquement actif. Donc sortez 3,5 millions des Sénégalais économiquement actifs, il n'en restera pas grand-chose. Et c'est plus de 400 milliards qui sont injectés par année dans l'économie réelle, l'économie populaire. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Nous remercions en tout cas l'État pour tous les accompagnements, mais on dit que ce n'est pas encore assez. Il y a des choses qu'on a reçues, ce n'est pas assez. Et on aimerait vraiment que l'État pense encore plus à la survie, je dis carrément rien, à la survie de ce secteur, qui représente vraiment un segment extrêmement important. Merci beaucoup, M. Gueye. Je pense que le sujet est très passionnant. Très On aura peut-être l'occasion d'approfondir de façon globale sur l'éducation financière. Voilà, c'est pour important. rentrer en profondeur sur d'autres aspects. C'est important. En tout cas, nous devons faire. Voilà. Voilà. Comme président de la République.